Ce que je raconte, c'est l'histoire des 2 prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer d'advenir, l'avènement du nihilisme. Ces mots ne sont pas de moi, bien sûr. Ils ont été écrits par Friedrich Nietzsche en 1888, au crépuscule de sa vie. Nietzsche prophétisait ainsi le sort des générations futures. Il voyait se répandre en Europe un mouvement nihiliste de crise des valeurs qui conduirait peu à peu les populations à désespérer de vivre. Nietzsche était persuadé que plus la modernité se développerait, plus les hommes s'abîmeraient dans la torpeur, la lassitude et le désenchantement. De tels propos peuvent évidemment paraître excessifs. Et pourtant, ils ont été à maintes reprises confirmés par la sociologie au cours des 2 derniers siècles. Chaque fois qu'un peuple fait sa révolution industrielle et se modernise, on assiste en effet systématiquement à l'explosion des courbes statistiques du suicide et de la dépression. Pourquoi donc l'entrée dans la modernité s'accompagne-t-elle apparemment toujours de la généralisation du spleen et du mal de vivre? En quoi les modes de vie actuels sont-ils susceptibles d'entretenir cet état de déprime? Telles sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. La réflexion sur la décadence du monde occidental a été reprise par bon nombre d'intellectuels depuis le XIXe siècle. C'est presque devenu un lieu commun de la pensée philosophique. Cette thématique a d'abord été cantonnée aux seules critiques réactionnaires et conservatrices, incarnées par des auteurs comme Edmund Burke, Joseph de Maistre ou Louis de Bonald. Vous trouverez sur le papier qui vous a été distribué les noms de la plupart, enfin même de tous les auteurs que je vais citer au cours de cette conférence. Mais le problème de la décadence, bien au-delà des auteurs réactionnaires et conservateurs, a touché assez rapidement des auteurs libéraux, comme par exemple Alexis de Tocqueville, Jacob Burckhardt ou José Ortega y Gasset, sans parler de penseurs socialistes ou anticapitalistes tels que Georges Sorel, Théodore Adorno ou Walter Benjamin. Cette question, en fait, a traversé tous les spectres de la vie politique. On peut aussi mentionner d'autres auteurs prestigieux qui, à un moment ou à un autre de leur carrière, se sont penchés sur la question de la décadence, comme Sigmund Freud, Paul Valéry, Martin Heidegger et Hannah Arendt. Le mal du siècle romantique n'était-il pas en somme une maladie naissante de la modernité? Si la souffrance est éternelle, elle n'en varie pas moins d'une période à l'autre, dans sa nature et dans ses modes d'expression, autant que dans son intensité. Certaines sociétés sont plus ou moins propices à l'éclosion du malaise et lui donnent des formes plus ou moins spectaculaires et malignes. Peut-être la dépression, mineure mais banalisée, est-elle en quelque sorte une maladie des pays riches, c'est-à-dire le prix existentiel à payer pour un surcroît de confort matériel. La cartographie du désespoir, en notre début du XXIe siècle, a décidément de quoi nous inquiéter. Une enquête de 2004 estime qu'environ 11% de la population en France souffre de dépression caractérisée et que 14% de la population souffre d'angoisse pathologique. Aux États-Unis, une enquête de 2002 considère que plus de 13% des Américains ont subi une dépression majeure au cours de leur vie. Près de la moitié des gens qui souffrent de ce trouble veulent mourir. Un tiers ont pensé au suicide. Et près de 9% rapportent une tentative de suicide avortée. Les suicides et les tentatives de suicide présentent d'ailleurs actuellement un caractère véritablement épidémique. Dans le monde, 1 million de personnes se suicident chaque année.
toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours, et toutes les 3 secondes, une personne tente de le faire. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le risque de suicide et de tentative de suicide a augmenté de manière très sensible dans la plupart des pays occidentaux, au point de quasiment doubler entre 1965 et 1985. Dans le classement des pays en fonction du taux de suicide observé au sein de la population, la France occupe une des places les plus élevées. Donc en l'espace de 20 ans, entre 1965 et 1985, le risque de suicide a quasiment doublé dans la plupart des pays occidentaux. Ce sont des chiffres absolument considérables. Sans doute, les biens de consommation actuels nous permettent-ils d'avoir une vie plus agréable. Mais il semble aussi que nos nouvelles conditions d'existence induisent chez nombre d'entre nous des effets plus négatifs et conduisent au développement d'une sorte de souffrance psychique de masse, à la fois souterraine, diffuse et globale. Revenons-en par conséquent à la question de départ. Le mal-être est-il une réalité particulièrement sensible à l'époque contemporaine ? Quel lien peut-on établir entre le développement du nihilisme et l'essor des conditions de vie modernes ? Force est à tout le moins d'effectuer un constat étonnant. Lorsqu'un pays commence à s'enrichir, son taux de suicide explose. C'est une chose qui paraît a priori difficile à comprendre, puisqu'on pourrait naturellement s'attendre à ce que l'amélioration des conditions matérielles de vie conduise plutôt un peuple à avoir une augmentation du niveau de bonheur général, de manière à ce qu'on assiste à une diminution du taux de suicide. Mais les faits sont incontestables. En France, en 1830, le taux de suicide était environ de 5 suicidés pour 100 000 habitants. Mais il passe à 25 suicidés pour 100 000 habitants en 1906, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 5 en moins d'un siècle, malgré le développement considérable de l'économie au cours de cette période, voire peut-être même à cause du développement de cette économie. En Italie et en Grande-Bretagne, les taux de suicide sont traditionnellement plus bas qu'en France. Mais les suicides y ont malgré tout été respectivement multipliés par 2,5 et 1,6 entre la période comprise entre 1870 et 1914. Et il en a été de même dans tous les autres pays européens, comme la Suède, l'Autriche ou les Pays-Bas, où le phénomène a été particulièrement spectaculaire. Chaque fois, la fréquence des morts volontaires augmente dans le même temps que la courbe de la croissance. Certes, après la fin de la révolution industrielle, on a assisté globalement à une relative stagnation du taux de suicide. Ce taux de suicide a connu des oscillations plus ou moins importantes selon les périodes, avec des baisses successives lors de la première moitié du XXe siècle, puis une nouvelle envolée dans la seconde moitié. Mais quoi qu'il en soit, le taux de suicide conserve aujourd'hui un score presque équivalent à celui de 1900. Après donc l'explosion consécutive à la révolution industrielle. La corrélation entre suicide et richesse des nations semble de ce point de vue nettement confirmée, puisqu'on remarque toujours en ce début de troisième millénaire que les pays dont le PIB est le plus important ont un taux de mort volontaire qui est statistiquement beaucoup plus élevé que la moyenne. Plus le PIB d'un pays est élevé, plus il risque statistiquement d'avoir un taux de suicide élevé. En dehors des ex-pays de l'Union soviétique, où l'alcoolisme accomplit des ravages épouvantables au sein de la population, les pays les plus suicidogènes de la planète sont par exemple la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, la Suède ou les États-Unis, tandis que les pays
où l'on se suicide le moins sont en particulier la Géorgie, le Chili, le Brésil, le Portugal ou le Venezuela. On se suicide beaucoup dans les pays riches, mais nettement moins, paradoxalement, dans les pays pauvres. Puisque le taux de mort volontaire explose surtout en période de révolution industrielle, on pourrait penser que la faute en incombe d'abord à la dégradation drastique des conditions de travail chez les ouvriers, durant les premières phases du processus d'industrialisation, où en effet, les populations les moins aisées sont confrontées à des travaux souvent abominables. Mais paradoxalement, au cours de ces périodes, c'est dans les classes supérieures de la population qu'on se suicide le plus. Certes, le taux de suicide des miséreux, des marginaux et des vagabonds est très élevé. Mais les classes ouvrières, en revanche, restent quant à elles relativement épargnées, tout comme les employés de bas étage. En revanche, les membres des professions libérales, tels que les commerçants, les juristes ou les médecins, sont les plus nombreux à se donner la mort au cours des périodes de révolution industrielle. Et en Inde, aujourd'hui, qui traverse précisément une période de révolution industrielle, c'est également l'élite de la société qui s'avère la plus durement touchée. Le taux de suicide des hommes qui ont atteint un niveau secondaire ou universitaire d'études est de 19,8 suicidés pour 100 000 habitants, contre seulement 8,4 suicidés pour 100 000 habitants en ce qui concerne les illettrés, donc 3 fois moins de suicides. Les Indiens instruits se suicident presque 3 fois moins que les Indiens qui sont dépourvus d'instruction. On constate le même type de phénomène en Chine au cours des dernières années. Sans nier le caractère intrinsèquement aliénant et déprimant du travail ouvrier, particulièrement au cours des révolutions industrielles, il faut donc considérer que les facteurs principaux d'augmentation du suicide à l'ère moderne sont d'une autre nature et touchent prioritairement les couches de population qui profitent déjà le plus de leur richesse grandissante. C'est dans les conditions de vie favorisées au plan social par l'accès à une plus grande richesse que résident visiblement les facteurs les plus suicidogènes de la modernité, bien avant la dégradation des conditions de travail. Pourquoi les conditions de vie modernes favorisent-elles le suicide ? C'est la question que nous devons nous poser maintenant. La modernité va de pair avec un mouvement d'individualisation et de privatisation des mœurs. Le cadre économique libéral nous considère comme des individus, nous travaillons et consommons en tant qu'individus, nous ne sommes plus dépendants de la famille et du clan comme ce pouvait être le cas autrefois. Et nous y gagnons tous une liberté tout à fait salutaire. Mais dans le même temps, cet individualisme tente à nous isoler les uns des autres. Dans les villages traditionnels, chacun se sent perpétuellement espionné par ses voisins, par sa famille. Chacun souffre du cancanage. Mais dans une ville moderne, plus personne ne connaît personne et chacun souffre de l'anonymat. Or, comme le sociologue Émile Durkheim l'avait déjà montré, et comme les statistiques ont continué de le confirmer après lui, le suicide est davantage fréquent chez les populations recluses dans la solitude, au même titre d'ailleurs que la dépression. Plus on est seul, plus on risque d'être malheureux. La solitude est sans doute le principal facteur prédisposant au suicide et à la déprime. Il semblerait donc que l'individualisation des modes de vie et la privatisation moderne des mœurs aient en effet joué un rôle prépondérant dans la montée du mal de vivre en encourageant la solitude. Selon une enquête de 2004, les personnes veuves, divorcées ou célibataires se suicident beaucoup plus souvent que les personnes mariées. La société moderne, en encourageant ou en favorisant le célibat et le divorce,
a donc sans doute, de ce point de vue, contribué, indirectement, à la montée du suicide. En étudiant la corrélation entre le taux de suicide et le taux de divorce dans les pays occidentaux, on remarque que les pays où l'on divorce beaucoup, comme les États-Unis, la Suède, la Russie ou le Danemark, ont statistiquement un taux de suicide plus élevé que les pays où l'on divorce peu, comme par exemple la Grèce, l'Italie ou le Portugal. Par rapport à des personnes mariées, le risque de suicide et de tentative de suicide est donc incontestablement plus élevé chez les personnes qui vivent seules. Les pays du monde qui ont un taux de fécondité élevé, alors je reprends des exemples comme le Nicaragua, le Mexique, le Pérou, l'Égypte ou les Philippines, les pays du monde qui ont un taux de fécondité élevé, donc, ont en outre un taux de suicide inférieur aux pays qui ont un taux de fécondité faible, comme la Belgique, le Japon, la Suède, la Suisse ou la Finlande. Le fait d'avoir autour de soi une famille, d'avoir des enfants, est donc là encore un facteur de protection contre le suicide. On peut enfin établir une corrélation similaire entre le taux de suicide et la pratique religieuse. Les pays où la pratique de la religion est assidue, comme l'Inde, l'Irlande du Nord, le Zimbabwe, le Mexique ou les États-Unis, ont statistiquement un taux de suicide inférieur à celui des pays les plus réfractaires à la religion, comme la Finlande, la Biélorussie, la Lettonie ou la Russie. Bien sûr, ces taux de corrélation sont établis sur la base d'un PIB égal, c'est-à-dire que ces chiffres sont calculés en partant du principe que tous ces pays ont un même PIB. On tente de faire abstraction dans les calculs du PIB moyen pour obtenir des taux de corrélation qui permettent d'envisager un rapport entre des valeurs morales communément admises dans certaines sociétés et recensées sociologiquement, et donc le taux de suicide moyen de ces sociétés. De manière générale, on notera pour conclure que c'est donc dans les pays aux valeurs traditionnelles les plus fortes qu'on se suicide statistiquement le moins, comme au Porto Rico, au Venezuela, en Colombie ou au Brésil, par opposition aux pays qui ont les valeurs les plus laïques, comme l'Estonie, la Suède, le Japon ou l'Allemagne. Nous pouvons donc dire à l'examen, sans la moindre exagération, qu'un pays qui combinerait un PIB important, avec un taux de divorce élevé, un taux de fécondité faible et une pratique religieuse restreinte, je prends des exemples morbides, même si on ne s'y attend pas, aurait statistiquement beaucoup plus de risques d'avoir un taux de suicide fort qu'un pays pauvre, où l'on divorcerait peu, où les naissances seraient nombreuses et où l'on accorderait une grande importance à la religion. A l'inverse, le facteur extérieur qui prémunit le mieux contre le suicide, on ne s'y attend pas forcément, mais c'est sans conteste au vu des statistiques, c'est la guerre. La France a notamment connu une baisse extrêmement spectaculaire de son taux de suicide au cours des 3 dernières grandes guerres qu'elle a connues. En 1870, en 1914 et en 1940. Durkheim, qui a beaucoup travaillé sur le suicide et qui est même un des pionniers en la matière dans le champ de la sociologie, Durkheim avait lui-même relevé le phénomène à l'occasion de la guerre de 1870, où en France, comme en Saxe et en Prusse, les suicides avaient très sensiblement diminué. Or, rien de tel ne s'était produit pour l'Angleterre à la même époque, justement parce que l'Angleterre avait été épargnée par le conflit. Durkheim écrivait d'ailleurs cette phrase que je voudrais citer, c'est le deuxième texte qui figure dans le document qui vous a été distribué. Durkheim écrit ceci. « Les grandes commotions sociales, comme les grandes guerres populaires, avivent les sentiments collectifs, stimulent l'esprit de parti et le patriotisme, la foi politique et la foi nationale, et déterminent, au moins pour un temps, une intégration plus forte de la société. » Alors bien sûr, la guerre n'est jamais un événement heureux, de même que ce n'est pas une chose heureuse que d'être pauvre.
Mais pourtant, le paradoxe froid et objectif livré par les statistiques, c'est que c'est bien souvent dans l'épreuve, pendant les périodes de guerre, et dans un contexte social difficile, dans une situation de pauvreté, que le taux de suicide est statistiquement le plus bas. L'isolement, de manière générale, est un violent facteur suicidogène. Le taux de suicide est en forte relation avec la porosité du tissu social au sein duquel évolue l'individu. Le sentiment d'appartenance à un groupe constitue donc un facteur de protection évident contre le suicide. Chez les suicidés, on retrouve a posteriori moins de relations d'amitié et moins d'implication dans la vie communautaire que chez les sujets morts de causes naturelles. Alors il y a évidemment d'autres facteurs d'isolement social qui sont régulièrement cités dans les enquêtes sur le suicide. On peut en mentionner quelques-unes, par exemple l'immigration, parce que le fait de changer de pays, ou même de changer de région, est source de déracinement socio-culturel, et on constate chez les personnes qui ont connu un tel déracinement au cours des derniers mois ou des dernières années une augmentation statistique du taux de suicide. Mais dans le même état d'esprit, on peut aussi mentionner les déménagements. Et oui, chaque fois que vous déménagerez, vous y penserez. Le taux de suicide augmente lorsqu'on déménage. Il vaut mieux rester chez soi, ne pas bouger, c'est plus prudent. L'emprisonnement également est, comme on s'en doute, un facteur d'augmentation du suicide assez considérable. C'est pas drôle d'être emprisonné, mais surtout, quand on est isolé, on est seul et arraché à son milieu d'origine. Les hospitalisations de longue durée, elles aussi, entraînent un éloignement familial qui est préjudiciable et qui entraîne une augmentation du suicide. Mais on peut aussi mentionner quelque chose de plus abstrait, mais néanmoins très important, comme l'absence ou la perte de convictions religieuses, mais aussi de convictions politiques ou de convictions syndicales. Lorsqu'une personne a un engagement spirituel, politique, idéologique, quel qu'il soit, le fait tout à coup de connaître une rupture d'engagement constitue un facteur d'augmentation du suicide important, à la fois sans doute pour des raisons morales et intimes, le fait de perdre une cause dans laquelle on croyait, mais aussi parce que le fait d'avoir une cause est souvent facteur d'engagement au sein d'une communauté, ça crée des réseaux d'amitié, et le fait de rompre avec une cause, c'est aussi rompre avec des groupes d'amis, avec des réseaux de relations. Rompre avec ces réseaux entraîne un sentiment de solitude qui peut accroître le suicide. Donc tous ces éléments plaident très certainement pour l'hypothèse que j'ai énoncée au début de cette conférence, à savoir que le nihilisme et le mal de vivre sont entretenus par la relative solitude inhérente au mode d'existence moderne. Un autre argument plaide en ce sens. Cet argument concerne la répartition du suicide et de la dépression en fonction de la richesse. Alors si, dans un premier temps, comme je l'ai dit, le suicide touche surtout les populations aisées, ce sont les riches qui se suicident le plus, au moment de la révolution industrielle, on constate en revanche, au fil des décennies, que le rapport s'inverse. Lors des premières décennies qui suivent la révolution industrielle, ce sont donc les riches qui se suicident le plus. Mais ensuite, même si les riches continuent de se suicider fréquemment, les pauvres se suicident à leur tour de plus en plus et les dépassent même petit à petit. Là encore, le mouvement s'est confirmé dans toutes les grandes nations développées. Alors pourquoi cette inversion ? Pourquoi les riches sont-ils les premiers à se suicider au moment de la révolution industrielle ? Et pourquoi, avec le temps, est-ce que ce sont les pauvres qui se suicident de plus en plus ? Je vais ici avancer une interprétation dans le droit fil de toute la tradition sociologique qui a été amorcée par Durkheim. Autrefois, la pauvreté n'était pas un handicap à l'intégration. C'était même le contraire. Les populations occidentales étaient globalement très pauvres, et la richesse était une exception. Les divertissements ne coûtaient rien, pas plus que la sociabilité. Les joies étaient simples, mais elles étaient gratuites. Les pauvres avaient en fait beaucoup de relations les uns avec les autres, tandis que la richesse avait tendance à marginaliser. Dans le monde traditionnel, les plus humbles vivaient en effet au sein d'une famille étendue, en contact direct avec un vaste voisinage de villages ou de quartiers. Ce sont les riches qui se trouvaient reclus dans des appartements anonymes de centre-ville ou des demeures isolées
et éloignés de toute urbanité. Quand on était riche, il y avait à l'époque, en réalité, peu d'autres riches avec qui sympathiser. Aujourd'hui, tout est devenu différent. Les pauvres sont la plupart du temps confinés dans la sphère étroite de leur famille nucléaire, au milieu de cités dortoirs délabrées et ghettoisées. Les pauvres se retrouvent aujourd'hui marginalisés dans des banlieues. Ce sont les pauvres qui vivent en dehors des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux de contact, des lieux où on peut avoir des relations avec les autres. Dans un monde de consommation, qui plus est, les dernières onces de chaleur humaine deviennent très souvent payantes. Elles se monnaient en espèces sonnantes et trébuchantes. Les plus riches compensent donc, comme ils le peuvent, le déclin de leurs attaches traditionnelles par des activités relationnelles coûteuses, telles que les sorties au cinéma ou au restaurant, les voyages en groupe, les séances de soins du visage ou de fitness, etc. Ce sont des activités qui, aujourd'hui, permettent d'avoir des relations. On n'a plus des relations sur le pas de sa porte. Sur le pas de sa porte, on ne rencontre personne. Il faut faire des choses pour avoir des relations et faire des choses qui sont payantes. Les pauvres n'ont pas accès, ou peu, à ce genre de divertissement. Selon une étude de l'INSEE, menée dans les années 1980, et une étude qui malheureusement n'a pas connu de suite, alors on est bien obligé de s'en référer à elle, même si elle est un peu ancienne, ce sont les couches supérieures de la population qui monopoliseraient la plus grande part des contacts sociaux à notre époque. Tandis que chez les couches sociales les plus défavorisées, la fréquence des relations personnelles avec l'extérieur se ferait de plus en plus rare. Alors j'ai des chiffres que je vais citer ici. Alors que les catégories intellectuelles supérieures ne représentent encore au moment de l'enquête que 10% de la population active masculine, ces catégories intellectuelles supérieures rassemblent déjà 34% des relations d'amitié, 35% des relations de travail, 24% des relations de parenté et 23% des relations de voisinage, pour seulement 10% de la population. Et c'est l'inverse, bien sûr, pour les ouvriers. Bien qu'ils représentent encore, en 1983, c'est-à-dire au moment de cette enquête, le groupe social le plus nombreux au sein de la population, avec encore à l'époque 35% des hommes actifs, les ouvriers, donc, ne bénéficient que de 17% des relations d'amitié, 15% des relations de travail et 15% des relations de voisinage. C'est-à-dire, pour résumer, qu'un ouvrier, au début des années 80, et sans doute davantage encore aujourd'hui, avait en moyenne presque 6 fois moins de rapports sociaux qu'un cadre supérieur. 6 fois moins. Ça veut dire rencontrer 6 fois moins de personnes dans la journée, c'est quand même considérable. Cette nouvelle répartition géographique des classes explique que les principaux lieux d'insertion sociale ne soient plus majoritairement réservés aux pauvres. Ils sont maintenant réservés aux riches. Les relations sociales sont aujourd'hui moins fortes que dans les cultures traditionnelles, mais le mal-être qui en découle est du moins atténué lorsqu'on peut encore jouir malgré tout d'un socle basique de contact humain. Les riches peuvent profiter de l'effervescence des villes modernes pour multiplier indéfiniment les relations de passage. Mais les plus pauvres, eux, n'ont rien gagné à cette transformation. Ils ont perdu leurs attaches traditionnelles et n'ont pu les remplacer par d'autres. Les pauvres sont aujourd'hui exclus géographiquement des centres-villes. Ils sont donc exclus des lieux où on a des contacts avec les autres. Et là où ils vivent désormais, le monde traditionnel n'existe plus. On est loin des petites communautés villageoises. On vit dans des cités totalement anonymes, où par conséquent les relations se font extrêmement rares. La racine fondamentale du phénomène du suicide et de la vague de dépression qui lui est corollaire doit donc très certainement être imputée en premier lieu à l'effritement des rapports communautaires et à la déperdition de ce qu'on appelle le bien commun. Le fait de se soucier d'un bien qui soit commun à tous, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aussi parfois maintenant le vivre ensemble. La solitude n'est pas cependant le seul aspect de la modernité qui joue un rôle dans le développement de notre mal de vivre. Tout cela nous amène par conséquent à envisager la question du nihilisme sous un angle plus large. Nous devons essayer de comprendre en effet ce qui a changé dans la culture moderne et ce qui a changé dans la manière moderne de voir les choses.
nous devons essayer de comprendre en quoi la modernité véhicule une vision générale du monde qui favorise le mal de vivre et le sentiment d'impuissance. Bien sûr, il ne s'agit pas en cela de rejeter purement et simplement le monde moderne, qui a certainement beaucoup de mérite, comme j'aurai l'occasion de le dire en fin de parcours. Mais il s'agit en tout cas de mieux comprendre les dangers inhérents à la modernité, quelles que puissent être ses vertus par ailleurs. Dès lors que les hommes ne peuvent plus partager un ensemble même minimal de valeurs, dès lors qu'ils ne se sentent plus unis autour de convictions culturelles fortes, aucune action collective n'est plus envisageable. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, avaient le sentiment de vivre dans un monde harmonieux, dans un monde cohérent. C'est ce qu'ils appelaient le cosmos. Chacun sentait de ce fait qu'en assumant son rôle parmi les siens, en occupant sa place au sein de la cité, chacun contribuerait à préserver cet ordre du monde, à se dresser contre le chaos. Le cosmos, chez les Grecs, c'est l'ordre qui s'oppose au chaos. Aujourd'hui, la société s'est mondialisée. L'homme n'est plus en prise directe avec son environnement humain. L'essentiel de ce qui nous arrive dans la vie est déterminé par des événements qui se produisent à l'autre bout de la planète. Et l'essentiel des biens que nous consommons sont fabriqués dans des pays très éloignés des nôtres. D'un monde clos, les hommes se sont donc trouvés précipités dans un univers infini. Mais un monde clos se définit par sa cohérence intrinsèque. Chaque partie y est en interaction directe avec le tout. Un monde clos se situe à l'échelle du local. Dans un univers infini, en revanche, chaque partie se sent de plus en plus isolée, de plus en plus perdue au milieu du néant. Un univers infini se joue non pas à l'échelle locale, mais à l'échelle globale. Quoi qu'il en soit, l'ordre ancien du monde est aujourd'hui révolu, et sans doute définitivement révolu, ou en tout cas pour très longtemps. Nous ne vivons plus dans un monde clos. Nous n'avons plus aucune prise directe sur les événements qui conditionnent notre vie. La preuve en est que nous évoluons aujourd'hui dans une société du risque et que nous assistons à une multiplication des menaces globales. Les dangers auxquels nous sommes exposés ne peuvent plus être imputés à une cause extérieure définie, précise, identifiable. Ce sont des menaces diffuses, des menaces invisibles, comme le sida, la maladie de la vache folle, le réchauffement climatique, les attentats violents et spectaculaires, les crises économiques, la grippe aviaire, etc. On pourrait évidemment multiplier les exemples à l'infini. Nos journaux d'information en sont remplis quotidiennement. Ce dont on parle dans les journaux d'information, ce sont presque toujours des menaces diffuses, des menaces invisibles, des menaces globales. C'est ce qu'écrit le sociologue Ulrich Beck dans le 3e texte que j'ai cité dans le papier qui a été distribué. Ulrich Beck écrit ceci. Le visible passe aujourd'hui dans l'ombre des menaces invisibles. Ce qui se soustrait à la perception ne recouvre plus ce qui est irréel et peut même correspondre à une menace très réelle. Autrement dit, nous ne parvenons plus à identifier précisément les menaces au XXIe siècle. Les menaces sont toujours partout et donc en même temps nulle part. Nous ne savons pas à quel moment ou à quel endroit les terroristes d'Al-Qaïda ou de Daesh vont frapper. Nous ne savons pas ce que nous devons faire ou ne pas faire pour éviter d'être contaminés par le virus H5N1. Cette situation entraîne par conséquent une certaine paranoïa. Nous vivons désormais dans l'attente perpétuelle d'une sorte de châtiment du ciel qui pourrait nous tomber dessus à l'improviste sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. Nous-mêmes ne pouvons rien faire individuellement pour nous protéger contre ces menaces. Et même collectivement, même politiquement, nous nous sentons impuissants. Car l'État n'est pas en mesure de lutter contre des dangers invisibles, et il ne le sera jamais. L'État peut lutter contre un autre État qui menacerait son intégrité territoriale. Mais l'État ne peut pas nous protéger d'un virus qui flotte dans l'air que nous respirons. Il peut mettre en place des parades, mais des parades sans doute inefficaces, et des parades qui ne nous rassurent pas.
Il découle de tout cela un sentiment inéluctable de découragement. La mondialisation économique a ainsi entraîné la mondialisation de nos problèmes et nous a exposés à des menaces plus diffuses et plus angoissantes que par le passé. Lorsqu'on a prise sur une chose, on peut se rassurer. Peut-être que cette chose est dangereuse, mais on peut se dire « je peux faire quelque chose ». Quand on n'a pas de prise sur les choses, qu'on ne sait même pas où se trouve le danger, on ne sait même pas si le danger existe, alors c'est à ce moment que l'angoisse se fait jour, de même qu'une forme dans l'ombre effraie davantage qu'une silhouette en pleine lumière. C'est ce qui se trouve dans l'ombre qui effraie. Or, dans le même temps, nous nous sentons de plus en plus isolés pour résoudre les problèmes. Nous croyons de moins en moins à la possibilité de mettre en œuvre une réponse collective aux menaces et aux dangers. Là réside notre nihilisme. Plus que jamais, et sans doute en partie par la force des choses, car nous avons souvent raison d'être nihilistes, malheureusement, nous nous disons « à quoi bon ?» Mais il y a un autre aspect négatif de la modernité qu'on pourrait encore invoquer en rapport avec le précédent d'une manière assez directe, c'est la fin des idéaux qui touche notre époque. Nietzsche, on le sait, fut un des grands théoriciens du nihilisme. Or, le philosophe écrivait ceci, c'est le 4e texte qui est cité. Un des désavantages essentiels qu'apporte la fin des visions métaphysiques du monde réside en ce que l'individu se concentre trop intensément sur le peu de temps qu'il a à vivre et qu'il ne se sent pas poussé par des impulsions plus fortes à bâtir des institutions susceptibles de durer des siècles. On vit pour maintenant, dit Nietzsche, et pas pour plus tard. La remarque de Nietzsche prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Notre époque se caractérise en effet par un abandon des projets à long terme. Pour la plupart des croyants, pour la plupart des personnes religieuses, comme pour les athées, le paradis céleste compte désormais moins que le bonheur relatif de notre vie matérielle immédiate. Du point de vue historique également, l'ère des révolutions a cédé la place à une acceptation passive du cours des choses. La jeunesse ne semble plus aussi révolutionnaire que dans les années 1960 ou 1970, et les hommes politiques n'ont plus à cœur de mettre en place une société idyllique, ni même, plus modestement, de construire un monde meilleur. Nos gouvernants se contentent de gérer techniquement l'État et ne se préoccupent que des moyens pour y parvenir, sans s'interroger authentiquement sur les fins à long terme qu'ils poursuivent. Nos gouvernants ne sont pas nécessairement à condamner. Nos gouvernants se comportent de cette façon parce que nous-mêmes nous comportons de cette façon. Nous-mêmes, pour une bonne part, avons cessé de nous préoccuper d'enjeux à long terme parce que bien souvent, nous n'en voyons plus même l'intérêt ou la pertinence. Ce nouvel état d'esprit marque un tournant majeur dans l'histoire des mentalités. Il s'est produit vraiment un bouleversement qui détermine un avant et un après. On ne peut comprendre les grands phénomènes de société de notre temps sans isoler les lignes de force du mouvement psychologique, moral et idéologique très particulier auquel nous assistons. Un mouvement qui sépare notre époque de la plupart des autres époques de l'histoire de l'humanité et même peut-être de toutes les époques qui nous ont précédés. La modernité, lorsqu'elle fut érigée à partir des principes fondateurs de la philosophie des Lumières, était tout entière tournée vers l'avenir. Et même, j'irais jusqu'à dire qu'elle avait radicalisé l'intérêt pour l'avenir jusqu'à l'obsession et au fanatisme. Les temps qui s'annonçaient devaient apporter la paix, la prospérité et le bonheur pour tous, partout sur la planète. On croyait alors à l'idéal du progrès. Le progrès avec un grand P. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, par exemple, en pleine vogue de la modernité, en pleine éclosion de la modernité, Condorcet ne craignait pas d'affirmer qu'il n'a été marqué, je cite, « aucun terme au perfectionnement des facultés humaines. Sans doute, ces progrès pourront suivre une marche plus ou moins rapide, mais jamais cette marche vers le progrès ne sera rétrograde. » Beaucoup de philosophes, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, vont avaliser cette idée avec le sentiment que l'histoire est linéaire, rationnelle et orientée vers une fin merveilleuse.
Des auteurs comme Kant, Fichte, Hegel, Comte, Marx, tous bords politiques confondus, vont croire à ces idées, à l'idée de temps meilleur qui s'annonce devant nous. Ce réseau de croyances s'effondrera pourtant au cours du XXe siècle. Il deviendra alors en effet de plus en plus difficile de voir l'avenir sous un jour radieux. Et pour cause. Il suffit d'énumérer le nombre de traumatismes qu'ont vécu les hommes et les femmes du XXe siècle, à une époque d'accélération absolument incroyable du cours de l'histoire. 2 guerres mondiales dévastatrices, les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. La guerre froide, avec tout le traumatisme psychologique qu'elle a pu engendrer. Le spectre d'une destruction atomique de la Terre qui a hanté les esprits pendant longtemps. Les totalitarismes nazis et communistes. Des crises économiques à répétition. Plus récemment, l'intensification de la menace terroriste. La prolifération d'épidémies planétaires. Sans parler de la résurgence périodique des irrédentismes nationalistes, religieux ou ethniques. Le mythe d'une humanité en marche vers une fin des temps utopique a aujourd'hui fait long feu. Plus personne n'y croit. Les projets collectifs ne mobilisent plus et l'abstention politique devient la norme dans tous les pays développés, aux États-Unis comme en Europe. En conséquence, les individus se recentrent sur le présent. Je veux prendre un exemple concret, culturel, pour illustrer ce changement d'état d'esprit. Je veux prendre l'exemple apparemment anecdotique de la mode. Dans le domaine de la mode, on ressent aujourd'hui d'une manière très forte ce désenchantement. Tous les styles et toutes les humeurs coexistent. Ça n'était pas le cas autrefois. Par le passé, la mode visait à établir par révolutions successives la manière de s'habiller qui comblerait les générations futures. La mode était orientée en vue d'un projet. La mode voulait par exemple émanciper les femmes à l'époque de Coco Chanel, ou bien encore réinventer la place de l'homme dans la société, avec Jean-Paul Gaultier. On pouvait ou non apprécier ces projets, qui n'étaient d'ailleurs pas tous convergents idéologiquement. Mais la mode était tendue vers des projets. Elle avait un objectif, elle voulait révolutionner le monde. Aujourd'hui, les ambitions des créateurs sont beaucoup plus modestes. Il s'agit simplement de proposer, pour la saison en cours, une manière de s'habiller, afin de nous divertir de la saison précédente. On ne cherche plus vraiment à être radicalement novateur, mais on se contente en général d'imiter plus ou moins directement un style ancien, que l'on qualifiera alors de vintage. Ce sont les fameux cycles qui veulent qu'une mode finisse par revenir un jour et flatte de la sorte notre sentiment de nostalgie. La mode n'est plus régie par un idéal tourné vers l'avenir, vers un idéal de révolution, vers un idéal de projet, quel que soit le contenu et la nature de ce projet. La mode est plutôt régie aujourd'hui par un simple souci de divertissement dans le présent. La modernité est donc en crise aujourd'hui. La modernité en tant que tension vers l'avenir. La modernité avait radicalisé l'intérêt pour l'avenir qu'on trouvait déjà dans le monde traditionnel, mais aujourd'hui tout cela a disparu. Les partisans de la modernité voulaient initialement émanciper l'individu. Mais à force de nous arracher à toutes les structures communautaires anciennes, ils ne se sont pas contentés de nous libérer de l'oppression, ils nous ont livrés à nous-mêmes, jusqu'à nous plonger dans l'isolement, la solitude et l'anonymat. Et alors que la modernité était initialement porteuse d'un idéal fort, tourné vers l'avenir, elle a fini par provoquer l'effondrement de tous nos idéaux et notre recentrage autarcique sur le présent. Cette évolution s'est exprimée en particulier à travers le développement de la société de consommation. C'est le point que je voudrais aborder maintenant, qui est souvent abordé par les critiques de la modernité et paradoxalement à gauche autant qu'à droite. Comme je l'ai dit, la critique de la modernité, le thème de la décadence sont des thèmes transversaux depuis 2 siècles maintenant, qu'on retrouve dans tous les bords idéologiques et philosophiques. Et la critique de la société de consommation a souvent été envisagée comme le noyau dur de cette critique. À l'époque du capitalisme industriel, au XIXe siècle, la société encourageait chez les individus une mentalité de producteurs besogneux et durs à la tâche, c'est-à-dire prévoyants et tournés vers l'avenir. On encourageait d'abord les gens à travailler sans relâche, par sens des responsabilités, et le plus souvent sans se soucier d'en profiter un jour eux-mêmes.
Il fallait travailler, 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 sans jamais se poser de questions. Mais depuis l'entrée dans la société de consommation, disons grosso modo au milieu du XXe siècle, les choses se sont d'abord faites aux États-Unis et puis ensuite en Europe, depuis l'entrée dans la société de consommation, le capitalisme a compris que pour stimuler la croissance et le profit, il valait mieux au contraire pousser la masse des citoyens à consommer. Or, pour consommer, il faut dépenser, jouir pour soi-même, dans le présent, sans se soucier du lendemain. On continue ainsi à valoriser le travail. Aujourd'hui, évidemment, si plus personne ne travaillait, il n'y aurait plus de biens de consommation produits. Mais aujourd'hui, on ne valorise plus le travail dans l'intention de favoriser l'épargne, c'est-à-dire dans l'idée de conserver pour l'avenir. Comme on le faisait, au contraire, au début du libéralisme, lorsque l'éthique protestante influençait encore l'action des entrepreneurs. C'est la fameuse thèse de Max Weber. L'éthique protestante a déterminé les débuts de l'histoire du libéralisme. Le capitalisme tardif, le capitalisme contemporain, privilégie au contraire l'idéologie de la détente, l'idéologie des loisirs, de la consommation et du laisser-aller. Autrement dit, le capitalisme actuel privilégie la jouissance dans le présent. On n'économise pas pour l'avenir, pour ses enfants et ses petits-enfants, même pas pour soi-même, non. On économise rien, on économise au mieux pour s'acheter quelque chose dans une semaine, dans un mois. On a donc vu se mettre en place, au cours du XXe siècle, une vaste propagande visant à décourager l'épargne et l'accumulation méthodique de biens, l'accumulation d'un capital au sens ancien du capitalisme, dans le but de promouvoir au contraire l'insouciance, la légèreté et le plaisir, à travers le gaspillage illimité des ressources. Le sociologue Daniel Bell souligne le rôle joué par le développement de l'hédonisme consumériste. Le plus grand instrument de destruction de l'éthique protestante fut l'invention du crédit. Alors pourquoi est-ce que Daniel Bell s'en prend de cette façon au crédit ? Pour lui, le crédit a joué un rôle très important au XXe siècle parce qu'auparavant, pour acheter, il fallait d'abord économiser. Mais avec une carte de crédit, on peut désormais immédiatement satisfaire ses désirs. On ne doit pas accumuler du capital pour acheter quelque chose, on peut l'acheter maintenant, et puis on gagnera de l'argent plus tard. On peut dépenser maintenant de l'argent qu'on n'a pas encore. Donc l'invention de la carte de crédit, dit Daniel Bell, a favorisé le développement d'une mentalité qui favorise la consommation précisément parce qu'elle est centrée sur le présent et parce qu'elle se détourne de l'avenir. En somme, la société de consommation a revalorisé l'idée de plaisir. Et pour cette raison, elle a en même temps favorisé l'essor de l'individu en tant qu'il se soucie de lui-même avant de se soucier du groupe auquel il appartient, et en tant aussi qu'il vit dans le présent avant de se projeter vers l'avenir. Avant, pour s'installer dans la vie, il n'y avait qu'une seule solution, c'était que nos parents nous aident à nous installer. Aujourd'hui, pour s'installer dans la vie, on contracte un crédit. Donc on n'a plus besoin de ses parents. Ça veut donc dire qu'on est indépendant de ses parents. Avant, un enfant qui atteignait l'âge qui devenait un jeune adulte et qui atteignait l'âge de s'installer avait besoin de ses parents pour pouvoir s'installer. Donc, s'attendait à structurer des rapports sociaux qui devenaient contraints en quelque sorte par l'économie. Dès lors qu'on peut se libérer de ces contraintes, on peut aussi s'affranchir au moins partiellement de toute une partie des rapports de groupe qui structuraient autrefois l'existence collective. Alors, les nouvelles mentalités pouvaient évidemment avoir beaucoup d'avantages et nous en profitons certainement tous aujourd'hui. À titre personnel, il y a beaucoup d'aspects de la modernité auxquels je ne voudrais absolument pas renoncer. Mais ces nouvelles mentalités ont néanmoins grandement contribué à modifier le cours de la vie sociale, à faire exploser nos cadres communautaires de vie et par conséquent à rendre l'existence des contemporains plus solitaire, plus anonyme et parfois aussi quelque peu désenchantée. Jean Baudrillard avait sur ce sujet des mots très justes que je voudrais citer. La modernité, écrivait-il, a perdu l'impulsion idéologique de la raison et du progrès et se confond de plus en plus avec le jeu formel du changement. Même ces mythes se retournent contre elle. Celui de la technique, jadis triomphale, est aujourd'hui lourd de menaces. Les idéaux, les valeurs humaines qu'elle s'était données lui échappent. La liberté y est formelle, le peuple y devient masse, la culture y devient mode. Après avoir été une dynamique du progrès, la modernité devient lentement un activisme du bien-être. Un activisme du bien-être, c'est-à-dire quelque chose qui est purement centré sur le présent.
La crise de la modernité n'est en fait qu'un autre nom du nihilisme. Après la mort de Dieu, la mort du principal dieu de substitution, c'est-à-dire le progrès, a précipité le monde dans une irrépressible fatigue de vivre. Les collectivités ne partagent plus ni idéaux, ni projets communs. L'aspiration à plus de liberté individuelle s'est muée tout naturellement en indifférence généralisée. Il s'en est suivi une perte des repères moraux, culturels et identitaires. Les hommes contemporains, sourds à tout enracinement communautaire, privés de liens avec leurs semblables, exclus de la longue chaîne des générations, ne parviennent plus à s'engager dans l'avenir et à adhérer à des valeurs qui dépassent le cadre survivaliste et étriqué de leur existence immédiate. Qu'est-ce qu'on appelle le survivalisme? C'est une expression qui a notamment été popularisée aux États-Unis par Christopher Lasch. Le survivalisme, c'est le fait de vivre toujours avec une mentalité de survivant. Alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se sente soi-même menacé, même s'il peut y avoir de ça. Il y a un contexte apocalyptique, il y a un climat apocalyptique qui règne aujourd'hui, qui fait partie intégrante des nouvelles mentalités. On est toujours dans l'attente d'une fin du monde, terroriste, écologique, épidémique. Mais au-delà même de ça, le survivalisme, c'est quoi? C'est le fait de toujours vivre pour maintenant. On est dans une mentalité de survie, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à ce qui se passera dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas soi-même si on va survivre, alors on vit juste pour maintenant. C'est ça le survivalisme, tel que l'analysait Christopher Lasch. Et c'est Nietzsche lui-même qui avait commencé à percevoir ce phénomène dès la fin du XIXe siècle, ce qui tend à indiquer que les racines de notre crise actuelle ont tout de même des ramifications assez anciennes. Nietzsche donc écrivait ceci, c'est le 6e texte. Nietzsche disait « Pour qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait une sorte de volonté, d'instinct, d'impératif, antilibéral jusqu'à la cruauté, disait le philosophe. La volonté de tradition, d'autorité, de responsabilité, de solidarité des chaînes de génération en aval et en amont. L'Occident tout entier a perdu ses instincts d'où naissent ces institutions, d'où naît un avenir. Rien qui aille plus à rebours de son esprit moderne, dit Nietzsche entre guillemets pour se moquer. La décomposition, donc l'incertitude, est le propre de cette époque. Il n'y a plus nulle part de fondement solide ni de foi assurée. On vit pour le lendemain, car le surlendemain est incertain. Ces phrases ont été écrites à la fin du XIXe siècle, mais je pense qu'elles s'appliquent d'autant mieux à l'époque contemporaine. Et ce qui mérite d'être signalé, c'est que Nietzsche, à juste titre, n'a pas la réputation d'être un auteur conservateur. Il pouvait l'être parfois à certains égards, mais c'est un auteur qui entendait déboulonner les anciennes idoles. C'est donc en tant qu'analyste de la société que Nietzsche écrivait ces mots, pour s'inquiéter de ce qu'il voyait à l'œuvre dans le mouvement même de la modernité, qui en effet était en plein développement à l'époque où vivait Nietzsche, c'est-à-dire au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, avant de conclure cet exposé, il y a un point essentiel sur lequel je voudrais toutefois insister. La modernité a sans doute bien des défauts et j'ai conscience d'en avoir dressé à l'instant un portrait pour le moins accablant. J'espère que vous ne vous suiciderez pas tous après m'avoir écouté et c'est pourquoi je tiens dans une dernière partie à nuancer les choses. Il reste en effet important de souligner que la modernité n'a pas que des effets négatifs sur le moral des populations. Je pense qu'il y a dans le mouvement même de la modernité des éléments qui se prêtent à la généralisation d'un certain mal de vivre, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être invoqués, et pour cela, nous pouvons de nouveau nous tourner vers l'étude des courbes du suicide. Bien que les riches sociétés modernes mettent spontanément en place des modes de vie qui détruisent la plupart des communautés anciennes structurées, ces riches sociétés modernes, donc, provoquent également certains bouleversements culturels qui peuvent avoir un impact extrêmement positif sur l'état existentiel des individus. C'est notamment ce qu'on peut observer en comparant les taux de suicide nationaux avec l'importance accordée dans chaque pays aux valeurs d'épanouissement individuel, d'expression de soi et de créativité. Bien entendu, de telles valeurs se retrouvent beaucoup plus fréquemment dans les pays riches, par opposition aux valeurs de survie, qui sont plutôt privilégiées dans les pays pauvres. Les habitants des pays riches considèrent généralement qu'il est fondamental d'avoir une bonne qualité de vie, d'être heureux dans son activité professionnelle, d'entretenir un réseau d'amis étendu ou de s'ouvrir l'esprit par l'éducation et la culture.
En revanche, les habitants des pays pauvres considèrent plutôt que leur besogne n'est qu'une simple source de revenus et de sécurité. Les gens dans les pays pauvres ne se soucient guère de l'intérêt personnel qu'ils peuvent trouver à travailler et envisagent la formation sur le tas comme le moyen le plus rapide d'apprendre à travailler dur. Et on constate même, sans comparer les différents pays entre eux, qu'à l'échelle d'une société comme la nôtre, on retrouve aussi ce clivage de valeurs en fonction des classes sociales. Dans les classes sociales aisées, par exemple chez ceux qu'on appelle les bobos, les bourgeois bohèmes, on retrouvera beaucoup plus volontiers donc, les valeurs d'épanouissement personnel, l'éducation, la culture, la créativité qui se trouve extrêmement valorisée, par opposition aux classes populaires qui vont plutôt considérer qu'il faut travailler dur, si on travaille à l'école, quand du moins on encourage le travail à l'école, c'est pour avoir un beau métier plus tard. Enfin, il y a une approche qui est beaucoup plus matérialiste, c'est-à-dire centrée sur des valeurs de survie. Or, il apparaît que les pays les plus réceptifs à l'épanouissement individuel, à l'expression de soi et à la créativité, ont des taux de suicide sensiblement inférieurs à ceux des pays qui y sont le moins réceptifs. Alors la corrélation demeure malgré tout moins forte que pour l'adhésion aux valeurs traditionnelles. Autrement dit, les calculs statistiques montrent que le fait d'avoir des valeurs traditionnelles et d'encourager la vie communautaire permet grandement de lutter contre le suicide et la dépression. Tandis que le fait de mettre en avant les notions de créativité et d'affirmation de soi ne permet, toujours selon les statistiques, de lutter contre le mal-être que dans une moindre mesure. C'est ce qui explique évidemment que dans les pays pauvres, généralement traditionnalistes, mais hostiles aux valeurs de réalisation personnelle, on se suicide globalement moins que dans les pays riches, qui sont généralement anti-traditionnalistes, anti-conservateurs, mais qui sont attachés aux valeurs de réalisation personnelle. Néanmoins, les peuples qui accordent la plus grande importance à l'idée de personne ou de construction de soi en tirent statistiquement une relative protection contre le suicide, comme par exemple les Pays-Bas, l'Australie, les États-Unis, la Norvège ou la Suisse. En revanche, on constate en moyenne un taux de suicide plus élevé parmi les nations riches qui favorisent moins les valeurs de développement personnel, comme par exemple le Danemark, la Belgique, l'Autriche, la France ou la Finlande. Il est indéniable qu'on se soucie plus fréquemment de bien vivre lorsqu'on dispose en quantité suffisante de tout ce qui est nécessaire pour subsister. Les valeurs de survie sont nécessairement plus fortes chez des catégories de population qui n'ont rien, et le développement personnel a meilleure presse dans les pays qui vivent dans l'abondance. Ce sont des problèmes de riches, de se soucier de la créativité et de l'épanouissement personnel. Malheureusement, il semble aussi qu'on ait beaucoup de difficultés à préserver un mode de vie traditionnel une fois certains degrés de richesse acquis. Donc il faut être riche pour valoriser la créativité et l'épanouissement de soi, mais malheureusement il faut être pauvre pour valoriser la vie traditionnelle, la vie communautaire. Pour lutter efficacement contre le suicide et la dépression, pourtant, les statistiques nous enseignent qu'il faudrait certainement pouvoir combiner une existence communautaire forte avec une grande liberté accordée à la personne dans son autodéveloppement. Il s'agirait de favoriser à la fois l'encadrement rigide des sujets dans des réseaux de solidarité étroits et l'affirmation de soi vigoureuse d'individus fiers de ce qu'ils sont. La quadrature du cercle, peut-être. Cela fait écho d'une certaine manière au modèle personnaliste, élaboré notamment par Emmanuel Mounier au début du XXe siècle, qui a inauguré tout un courant philosophique de pensée, mais le personnalisme, en fait, sous d'autres noms, existait depuis bien plus longtemps. La personne, pour Emmanuel Mounier, n'est pas une bulle close sur elle-même. La personne n'est pas un individu autarcique coupé du monde. C'est en cela que la personne s'oppose pour Mounier à l'individu. La personne vit en interaction avec des communautés. Elle doit donc respecter la vie communautaire, la vie du groupe. Mais les communautés, inversement, doivent respecter la liberté et la singularité des personnes. La personne ne doit pas dénigrer le groupe, elle ne doit pas dénigrer le clan, elle ne doit pas dénigrer la tradition. Mais le clan ne doit pas étouffer ses membres, il ne doit pas les meurtrir, il ne doit pas les opprimer. Pourtant,
Ce modèle, j'ai pris l'exemple de Mounier pour tenter de lui donner un peu plus de consistance, mais peu importe la forme exacte qu'on lui donne, ce modèle ne s'est jamais concrètement incarné nulle part, où que ce soit autour de la planète. Dans les territoires les plus épargnés par la souffrance psychique, aujourd'hui, on trouve les pays pauvres et traditionnels d'Amérique latine et d'Afrique. Dans ces pays-là, l'intégration communautaire est très forte, tout comme le poids des valeurs traditionnelles, mais l'idée de développement personnel n'y est en revanche pas du tout considérée. Dans les pays riches et modernes d'Occident, en revanche, on se suscite beaucoup plus. Chez nous, on valorise l'idée de développement personnel, mais très peu les valeurs traditionnelles, et l'intégration communautaire est faible. Il reste enfin un troisième modèle, hérité de l'Union soviétique. En croyant améliorer le sort des hommes, le communisme stalinien et post-stalinien a en effet accompli le sombre prodige de s'opposer à la fois aux valeurs de développement personnel, comme dans les pays pauvres, et aux valeurs traditionnelles et communautaires, comme dans les pays modernes. Le résultat de tout cela, c'est que les ex-pays de l'Union soviétique sont aujourd'hui ceux où l'on se suicide le plus à travers le globe. Mais on ne trouve aucun pays qui ait accompli le prodige inverse, combiner les valeurs de réalisation personnelle avec les valeurs communautaires. La richesse, évidemment, ne rend pas malheureux. Je souhaite à tout le monde d'être riche, c'est préférable. Il vaut mieux être riche qu'être pauvre. Mais les conditions de vie qui permettent le développement illimité de l'industrialisation et l'accès rapide au confort, comme dans nos sociétés modernes, ces conditions de vie, elles, sont hautement suicidogènes. Autrement dit, la richesse n'est pas un facteur de suicide, mais les conditions de possibilité sociale de la richesse peuvent favoriser le suicide. Les pays les plus économiquement développés ne sont probablement pas les pays les plus humainement avancés. Aussi est-il temps pour nous d'envisager de nouveaux modèles d'évolution qui prendraient en compte la dimension qualitative de la vie avant de n'en voir que la part quantifiable. Tout reste à faire pour construire une société qui, sans prétendre nous tenir éternellement à l'écart du désespoir et de l'angoisse, parce que le désespoir et l'angoisse sont consubstantiels à notre nature, mais tout reste à faire en tout cas pour construire une société qui nous assurerait du moins des conditions optimales d'existence au plan spirituel et relationnel. La véritable crise à laquelle nous sommes confrontés, que nous le voulions ou non, n'est pas une crise économique. Notre véritable crise est dans l'homme. Cette crise réside en chacun d'entre nous et nous sommes les seuls à pouvoir la résoudre. Je vous remercie de votre attention. C'est un débat déprimant, évidemment. J'espère avoir fait en sorte que le taux de suicide n'explose pas à Paris au cours des prochaines heures. Qu'est-ce que vous entendez exactement par valeur traditionnelle ? Ah oui, alors ça, c'est une question épineuse. Comme vous l'avez remarqué, toute la partie chiffrée de cette conférence s'appuie sur des évaluations statistiques, non seulement du suicide, et l'évaluation statistique du suicide est déjà un problème en soi, mais aussi sur l'évaluation des valeurs auxquelles adhèrent les peuples. Et il est déjà extrêmement difficile d'avoir des statistiques fiables pour le suicide, mais alors pour les valeurs, c'est encore pire, parce qu'à la limite, le suicide, c'est quantifiable. Objectivement, une personne se suicide ou ne se suicide pas. Mais une valeur, ça n'est pas de l'ordre du quantitatif, c'est de l'ordre du qualitatif. Alors comment quantifier des valeurs ? Bon, il y a quand même eu des tentatives pour ça. C'est notamment Ronald Inglehart qui, dans les années 90, a mené dans les pays, des études à partir des universités anglo-saxonnes, des études dans l'ensemble de la planète, ce sont des études qui étaient extrêmement importantes évidemment, qui avaient pour but d'étudier les valeurs statistiques moyennes dans chaque pays du globe. Alors, ça pose énormément de problèmes de spécialistes, si vous voulez, de problèmes techniques, parce qu'il y a beaucoup de choix effectués par Inglehart et son équipe qui sont tout à fait discutables. Ce que Inglehart définit par exemple comme des valeurs laïques par opposition aux valeurs traditionnelles et religieuses, bon, on pourrait en discuter. Par exemple, Inglehart considère intrinsèquement que l'opposition au suicide
le fait de condamner le suicide, c'est une valeur religieuse, alors que le fait de tolérer le suicide, ça appartient aux valeurs laïques. Mais on pourrait prendre l'exemple du Japon. Le Japon est un pays à dominante shintoïste, alors que le shintoïsme valorise le suicide. Pour les Japonais, d'un point de vue religieux, c'est positif de se suicider. Alors comment est-ce qu'on peut mettre dans un même panier des valeurs qui, dans certains pays, sont religieuses et dans d'autres pays, au contraire, ne le sont pas ? Donc vous avez raison, ça pose des problèmes. Ça biaise en quelque sorte, je suis en train de détruire le résultat de ma conférence, pardon, mais ça biaise une partie des chiffres que je donne. Dès lors qu'on aborde un domaine qui relève du qualitatif, il est difficile d'en donner une évaluation statistique quantitative objective. On peut s'y efforcer, c'est ce que depuis Durkheim on essaie de faire. On essaie de trouver des critères qui permettent plus ou moins finement d'obtenir des résultats, mais ces résultats n'ont pas valeur d'évangile. Voilà. Alors, je commence ici et puis on continue là-bas. Non, mais on va commencer par ordre de rang. Je voudrais reprendre la deuxième citation que tu as donnée de Nietzsche. Oui. La fin des visions métaphysiques, à propos de la fin des visions métaphysiques du monde. Fin de citation, qui, expliquais-tu, évidemment, entraîne la perte des idéaux, menant à ce que Nietzsche appelait le nihilisme accompli. Tout à fait. Ma question est de me dire si tu es d'accord ou pas, ou dans quelle mesure, avec mon interprétation et avec ce que je vais poser maintenant. C'est évident jusqu'à là, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les visions métaphysiques du monde, qui, elles, commencent avec l'institution platonicienne de la métaphysique et avec l'avènement du christianisme, auquel Nietzsche s'attaque de toutes ses forces les plus virulentes, c'est cela justement le début du nihilisme. Ouais. Donc, cette fin de vision métaphysique du monde est difficilement condamnable par Nietzsche, puisque c'est justement là l'origine dernière du nihilisme. Ce qui m'amène, sans entrer plus longuement là-dedans, à considérer que la quadrature du cercle dont tu parlais consisterait justement à vivre sur l'abîme que représente l'inexistence d'un soubassement ferme, établi, dur, d'un grand principe, d'une grande vérité absolue première, qui évidemment est mensonge, c'est la mort de Dieu. Donc la mort de Dieu, autrement dit, elle est positive, elle est favorable, mais sans que cela nous fasse en tomber dans tous les nihilismes accomplis que tu as dénoncés. Et ce qui me conduit à une toute dernière question, c'est celle d'insister sur le double sens que le mot nihilisme a quand même chez Nietzsche et que généralement on ne remarque pas suffisamment. Est-ce que tu peux approfondir un peu ce double sens du nihilisme chez Nietzsche? Tout à fait. Il y a une chose importante à signaler, c'est que c'est vrai, dans l'un des textes que j'ai cité, Nietzsche critique l'effondrement des visions métaphysiques du monde en disant voilà, l'effondrement des visions métaphysiques du monde nous conduit à la perte de tout projet d'avenir et donc nous fait sombrer dans le nihilisme. Mais tu as raison de préciser que Nietzsche était hostile en réalité à la métaphysique. Nietzsche estimait que la métaphysique avait assis la société sur des bases malsaines. Nietzsche disait, voilà, nous croyons en Dieu, Dieu nous donne de l'espoir pour l'avenir, mais ce que nous devrions faire, c'est pouvoir faire abstraction de cela, de cette vision métaphysique, et apprendre à croire en l'avenir, à nous investir dans le temps, non pas parce que Dieu nous dit le temps est glorieux, mais simplement parce que, d'une manière un peu tragique, mais aussi d'une manière héroïque, nous acceptons de vivre dans un temps incertain et malgré tout de nous projeter dans l'avenir. Et oui, je suis d'accord avec ça. J'ai le sentiment, moi aussi, mais c'est une chose qu'on peut partager ou ne pas partager, que l'idéal serait certainement, pour résoudre cette quadrature du cercle, de parvenir à s'investir dans le temps, à rendre des valeurs à la vie, en fondant ces valeurs non plus sur un socle métaphysique, mais sur une adhésion joyeuse et tragique à l'existence, un peu comme dans les vieilles sociétés païennes que Nietzsche aimait tant. Oui à la vie. Exactement, le grand oui à la vie, ce que les anciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin, c'est une expression latine qui était très courante dans l'Antiquité. Il faut dire oui à la vie, bien sûr, il n'y a pas un Dieu pour nous protéger, bien sûr, le monde est tragique, mais soyons héroïques et investissons le monde. Mais j'ai envie de dire que, même si je crois cela, comme toi et comme Nietzsche, on n'est pas obligé d'adhérer à cette idée-là. On peut ne pas adhérer à ces idées-là et néanmoins adhérer au constat qui était effectué par Nietzsche, à savoir que depuis la perte des visions métaphysiques,
Et il y a une crise, une crise nihiliste des valeurs. Et donc oui, chez Nietzsche, il y a un bon nihilisme, c'est le nihilisme joyeux qui assume l'absence de Dieu, et puis il y a le mauvais nihilisme, celui qui fait suite à la perte, à la destruction de la métaphysique. Mais je pense que beaucoup de personnes qui croient en Dieu, par exemple, ou d'autres qui croient au progrès avec un grand P, le fameux Dieu de substitution, ou ceux qui croient à l'État avec un grand E, parce que pour Nietzsche, l'État était également un Dieu de substitution. Il y a donc des personnes qui croient en des dieux ou en des dieux de substitution et qui peuvent dire « voilà, c'est dommage, aujourd'hui, on ne croit plus en rien ». Et même si pour ma part, je ne crois pas à tous ces dieux ou ces dieux de substitution, je pense qu'on peut se retrouver sur le constat actuel, à savoir d'une crise des valeurs qui aurait succédé à un effondrement de la métaphysique, quel que soit le jugement qu'on porte par ailleurs sur la métaphysique. Voilà. Ah, ben oui, c'est respectable, c'est tout à fait respectable. Et oui, et c'est un point de vue qui s'est retrouvé très souvent parmi les critiques de la modernité. Il y a grosso modo deux camps, encore qu'on pourrait en trouver davantage que ça, mais oui, il y a le camp de ceux qui croient en la métaphysique et ceux qui disent au contraire que bien sûr nous souffrons de ce vide de métaphysique, mais nous en souffrons parce que la métaphysique reposait sur de mauvaises bases. En gros, oui, ça rejoint un camp laïque ou païen et de l'autre côté un camp religieux. C'est l'une des lignes de fracture entre ceux qui critiquent la modernité comme je l'ai fait aujourd'hui. Je pense que vous aviez une question. Oui. Dans la première partie de votre exposé, vous avez montré, en vous appuyant sur des chiffres, que plus une personne a un accès facile au divertissement, oui. et plus moins il est à même de se suicider. Oui. Donc, si on va un peu plus loin, dès que l'homme se ressent sur lui-même et commence à penser à sa condition d'homme, ouais. Il est plus à même de se suicider. Ça donne quand même une vision un petit peu pessimiste. C'est Pascal. Hein, c'est Pascal qui disait « Nous avons besoin de nous divertir, sinon nous nous ennuyons et la vie n'a plus aucun sens. » Lui, il préconisait plutôt de se retourner vers la religion. Oui. Bah oui, parce que lui recommandait même à un certain stade de renoncer à l'amour de la vie pour se tourner vers l'amour de Dieu. Mais il n'empêche que Pascal disait qu'en effet, les rois étaient les gens les plus heureux du monde parce qu'il y avait plus de personnes pour les divertir. Et oui, la vision que je développe est une vision assez pascalienne, c'est très juste de le dire. Mais c'est aussi quelque chose que Bourdieu, qui nous a quittés il y a maintenant une quinzaine d'années, disait également. Bourdieu était très pascalien, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Et dans ses analyses du monde moderne, il insistait beaucoup sur ce que Pascal appelait déjà l'illusio, donc le terme latin pour désigner l'illusion, mais avec cette connotation un peu particulière, c'est que, oui, nous autres mortels, nous avons besoin de vivre dans l'illusion, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une sorte d'effervescence autour de nous pour ne pas avoir à contempler le vide, la béance de notre existence. Bah oui, c'est ce qui s'appelle vivre. Et au fond, Nietzsche, qu'on a évoqué à plusieurs reprises et qu'on évoquait dans la question précédente, ne disait pas autre chose. Nietzsche aussi disait, bah oui, la vie c'est quoi? On est heureux de vivre sur la base de pas grand-chose. Alors c'est peut-être une illusion, Nietzsche aussi disait ça, mais c'est ce qui nous fait vivre. Alors c'est une bonne illusion. Ce qu'il faut en quelque sorte, c'est encourager ces bonnes illusions qui nous donnent le plaisir de vivre et qui nous détournent de l'angoisse de la mort. Et c'est peut-être pour ça aussi que la solitude conduit à la dépression et parfois au suicide, parce que dans la solitude, on n'est plus diverti par les gens qu'il y a autour de nous, on n'est plus diverti par les contacts humains. L'homme est un animal social parce que si nous n'avons pas les autres autour de nous pour nous divertir, nous pensons à nous-mêmes, à notre condition, à l'absurdité du monde, et nous sommes malheureux. Bah oui, c'est comme ça, c'est un peu triste. C'est pour ça que je suis ravi que vous soyez là. C'est vrai, c'est le sens de la vie et de ce qu'on fait. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions ? Mais pourquoi ne pas croire aux institutions, puisqu'on a des enfants, pourquoi ne pas continuer à avoir des institutions qui durent ? Sans doute parce que... Alors, je dirais qu'il y a, à mon avis, une raison subjective et culturelle et une raison objective et sociale. La raison subjective et culturelle, c'est que, de manière générale aujourd'hui, et ça on pourrait peut-être le changer, mais les gens ont tendance à se recentrer sur le présent. Ils y ont été incités, je pense, par la société de consommation, par le cadre culturel, mais de fait, dès lors qu'on se soucie davantage du présent, on se détourne de tout ce qui est institutionnel. Quand on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui, mais les gens qui sont le moins appréciés des Français sont tous les gens qui représentent quelque chose d'institutionnel. Alors, les hommes politiques, les prêtres... Parce qu'ils sont mal représentés. Ah, peut-être, mais il n'empêche. Et après... on tombe non pas dans le versant subjectif, mais dans le versant objectif. Alors là, je vais peut-être vous rejoindre. Le versant objectif, c'est que, bien souvent aujourd'hui, ceux qui représentent le monde institutionnel ont moins de pouvoir que par le passé. Peut-être qu'ils en ont encore, mais objectivement, ils en ont moins. À l'époque du général de Gaulle, qui était un personnage charismatique de la société française, qui reste un peu comme un mythe aujourd'hui, l'État avait du pouvoir.
Aujourd'hui, l'État a encore certainement du pouvoir, mais moins lorsqu'il va composer d'une part avec des instances internationales, et de toute façon avec des flux économiques et sociétaux qui concernent l'ensemble du monde. Tous les problèmes qu'on voit dans la presse aujourd'hui, tous les problèmes qui nous préoccupent, ne sont pas des problèmes français. Mais ça, on les a voulu, notamment avec l'Europe. Ça pourrait être des problèmes français. On a voulu l'Europe, donc on est dépossédé comme ça. Ce sont des choses qu'on veut, donc on peut les changer encore. La mondialisation, c'est une volonté. Ça n'est pas irréversible. Rien n'est irréversible dans l'histoire. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de sens, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord sur la question du sens de l'histoire, évidemment. Et en outre, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu certainement, par choix, dans une certaine mesure, un abandon de prérogatives, disons, souveraines, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Mais indépendamment même de ça, je suis d'accord avec ce constat, mais indépendamment même de ça, je pense que nous sommes obligés d'admettre que les problèmes n'étant plus les mêmes, il y a davantage de problèmes globaux aujourd'hui, et dès lors, on pourrait avoir davantage de souveraineté, encore une fois, je ne l'en mets pas en cause. Mais même avec davantage de souveraineté, il faudrait davantage de collaboration entre les États souverains pour gérer des problèmes comme les problèmes, par exemple, actuellement les vagues d'immigration liées aux afflux venant d'Europe suite aux guerres civiles venant d'Afrique, pardon, suite aux guerres civiles qui se déroulent là-bas, les menaces liées aux épidémies, les menaces liées au terrorisme. Bien sûr que l'État-nation pourrait encore faire des choses, j'accepte ça. Mais la globalisation des menaces fait que, légitimement, dans une certaine mesure, il y a des choses contre lesquelles nous ne pouvons rien actuellement. En fait, on en fait moins en étant tous globalisés, on en fait moins que quand chacun avait la possibilité de faire quelque chose. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est indéniable. Ça peut changer. De toute façon, ce qui, à mon avis, est inéluctable, c'est la mondialisation des menaces. Je veux dire, ça sera inéluctable tant que nous vivrons dans une société... Enfin, peut-être qu'il y aura une apocalypse un jour, une apocalypse nucléaire ou que sais-je encore, mais en dehors de ce cas de figure vraiment épouvantable, je pense qu'inéluctablement, les menaces deviendront de plus en plus globales. Par contre, en effet, les politiques, la manière d'envisager ces problèmes globaux pourra évoluer, peut-être se relocaliser. Le traité de transatlantique, on peut le refuser. Ben oui, je sais bien. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça sera encore un plafond. Mais oui, tout à fait. Ça va dans le sens d'une globalisation de la gestion des problèmes et donc on abandonne les souverainetés locales. Je suis d'accord avec ça. Nous avons tous une responsabilité dans ce qui se produit. Merci beaucoup pour votre présence. Et ici, vous pouvez consulter donc, des livres écrits donc, par M. Thibault Isabelle et une feuille avec des liens sur le site internet en lien avec ces travaux. Merci à tous.